à ces moments. De la population. Voilà, la population, les téléspectateurs, les autorités politiques aussi. Voilà. D'ailleurs, moi je pense que elles sont mieux informées que nous. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de présenter cela. Alors, le premier facteur qui, à notre avis, bloque ou ralentit la mise en œuvre des réformes de la décentralisation, c'est la volonté politique. Vous savez très bien que si on veut à tout prix avoir des réformes réussies dans un État comme le nôtre, ou dans le pays en voie de développement, la volonté politique reste cruciale. Elle reste très importante si on veut avoir les réformes abouties. Ici, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de volonté politique. Et ce problème de volonté politique s'explique parfois par la mise en place par le pouvoir politique des lois qui sont parfois contradictoires ou des lois qui sont parfois inappliquées. Ça, c'est vraiment l'élément important qu'il faut comprendre. Mais aussi parce que le pouvoir politique met en place parfois des préalables que la Constitution n'avait pas prévus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que la Constitution n'a pas prévu. Par exemple, à titre d'exemple, vous allez vous rendre compte que les lois organiques sur la décentralisation ont pris beaucoup de temps pour être promulguées. Par exemple, la Constitution a été votée en 2006 et les premières lois, par exemple, sur la décentralisation ont été mises en place qu'en 2008, c'est-à-dire 2 ans après. Donc ça a pris du retard. Donc le pouvoir politique prend beaucoup de temps pour mettre en place les lois organiques sur la décentralisation. Et une fois que ces lois organiques sur la décentralisation sont promulguées par le chef de l'État ou le pouvoir politique, elles préconisent parfois d'autres règles réglementaires qui n'étaient pas prévues par la Constitution. À titre d'exemple, la Constitution est claire, la Constitution dit que la retenue à la source de 40%, la retenue de 40% se fait à la source. La Constitution est claire. Et par contre, la loi des finances vient encore introduire un élément qui n'était pas prévu par la Constitution, parce que aujourd'hui, pour que l'État, le pouvoir central, rétrocède les 40%, d'ailleurs on va y revenir un peu plus loin, le pouvoir central qui n'arrive même pas aux 40%, pour que le pouvoir central rétrocède les 40% aux provinces, il faut une instruction du ministre des Finances et des Budgets. Ce que la Constitution n'avait pas prévu. Donc là, vous avez un exemple type où on met en place des lois qui sont parfois contradictoires. Donc au final, c'est que ça bloque ou ça ne permet pas à ce que les réformes soient réussies ou abouties. Donc la volonté politique reste vraiment l'élément le plus important et c'est un facteur, c'est un facteur crucial. Alors, le deuxième facteur, à notre avis, qui bloque un peu la mise en œuvre des réformes de la décentralisation, c'est là aussi les intérêts des acteurs. Parfois, vous savez, les acteurs, le pouvoir politique, les acteurs ont parfois leurs propres intérêts. S'ils se rendent compte que les réformes de la décentralisation peuvent d'une manière ou d'une autre être défavorables pour leur compte, mais bon, ils vont à un moment donné surposer en quelque sorte leurs intérêts au détriment de réformes de la décentralisation. Ça aussi, c'est un élément. Le troisième élément, c'est les finances de l'État. Vous savez, contrairement à l'article 171 de la Constitution, les finances du gouvernement central et des provinces ne sont pas distinctes. Or, les provinces et le pouvoir central devaient avoir des finances qui devaient être distinctes. Donc, contrairement à cette disposition de la Constitution, jusqu'à aujourd'hui, les finances des provinces et du pouvoir central ne sont pas distinctes. Contrairement à l'article 175 de la Constitution, le gouvernement n'a jamais rétrocédé aux provinces le 40% de retenue à la source. Parce que là, il y a un débat qui s'est fait encore, parce que jusqu'à aujourd'hui, selon d'ailleurs les études qui ont été menées, la rétrocession du gouvernement central vers les provinces se situe ou se limite aux alentours de 10-11%. Or, les provinces ont beaucoup de besoin d'argent pour mettre en œuvre leurs nouvelles responsabilités. Alors, le troisième élément ou le troisième facteur, c'est la coordination. Vous savez, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, quand on met en œuvre la décentralisation, il y a plusieurs niveaux d'organisation du pouvoir de l'État. On met en place généralement une structure de coordination. Ici, en passant plutôt, on salue l'initiative du constituant en juillet 2006 en instituant la conférence de gouverneurs. Mais si vous allez lire dans le fond, ou si vous essayez de voir les choses un peu plus claires, vous allez vous rendre compte que parfois il n'y a pas une coordination entre le pouvoir central et les provinces. Et d'ailleurs, si vous allez lire les rapports de la Banque mondiale de 2010, là, les choses sont encore plus claires parce que la Banque mondiale a fait des enquêtes de terrain là-dessus pour relever que il n'y a pas une coordination entre le pouvoir central et les provinces et que beaucoup de ministres provinciaux se plaignaient du fait que le pouvoir central ne donnait pas
parfois des retours à leurs préoccupations et que ce gouvernement central était de moins en moins soucié de ce qui s'est passé aux provinces. Donc il y a vraiment un manque de coordination entre, dans le fait bien sûr, hein, il y a quand même la conférence de gouverneurs, il faut le dire, qui est organisée presque toutes les années, mais qu'en réalité, au final, il y a vraiment un manque de coordination entre le pouvoir central et le province. La Constitution met en place la conférence de gouverneurs pour, en quelque sorte, coordonner un peu les activités ou ce qui devait se passer entre le pouvoir central et les provinces, mais la Constitution ne dit absolument rien de la coordination entre les provinces et les entités territoriales décentralisées. On laisse, il faut aller lire la loi sur la décentralisation, on laisse cette possibilité à la simple personne du gouverneur de coordonner cette activité avec les entités territoriales décentralisées. C'est que nous trouvons que ce n'est pas une très bonne chose, parce qu'on devait mettre aussi en place un cadre de concertation entre les provinces et l'entité territoriale décentralisée. C'est ce que vous évoquez dans votre ouvrage. C'est ce que j'évoque d'ailleurs dans mon ouvrage. Alors, le quatrième facteur, je pense, oui, c'est les quatrième facteurs concerne la fonction publique de l'État. Vous savez très bien que les provinces bénéficient maintenant de compétences dans beaucoup de matières. Ici, je l'ai oublié de le mentionner, parce que avec le partage des responsabilités, il y a des matières qui relèvent exclusivement de la compétence du gouvernement central, il y a des matières qui relèvent exclusivement de la compétence des provinces, il y a des matières concurrentielles, et sur ces matières concurrentielles, il y a une primauté de la législation nationale. Ça, je l'ai dit aussi dans le livre. Il y a une primauté de la législation nationale sur la législation des provinces, et il y a les matières, ce qu'on appelle les matières résiduelles. Et là-dessus, la Constitution ne s'est pas prononcée. On laisse cette possibilité, on laisse ces pouvoirs-là à la Cour constitutionnelle de légiférer là-dessus. Donc, voilà, les provinces ont maintenant des responsabilités. Elles bénéficient maintenant de la libre administration, et bien elles devaient aussi avoir leurs propres fonctions publiques. La loi sur la fonction publique a été votée en 2016, récemment, mais au moment où je suis en train de faire cette émission avec vous, je peux vous confirmer qu'il n'existait pas d'administration au niveau provincial. Et que toutes les provinces, même celles qui sont issues de la nouvelle subdivision territoire du Périer, et que toutes les provinces, jusqu'à aujourd'hui, continuent à utiliser les agents déconcentrés de l'État central. Donc ça pose problème. Ça pose problème, pourquoi? Parce que les chefs des divisions, par exemple, qui se trouvent, je ne sais pas moi, à Kikwit ou au Bandundu, je ne sais pas quelque part, au Katanga, c'est sans plus lié à son chef qui se trouve à Kinshasa qu'au gouverneur de province. Donc ça pose un problème à ce niveau. C'est-à-dire que l'administration n'est pas près des administrés. Voilà, c'est ça, un peu ça. On peut le dire aussi comme ça. Donc l'administration n'est pas aussi près des administrés ou des citoyens, comme le constituant originaire, quand il a mis en place la décentralisation, voulait en quelque sorte rapprocher l'administration des administrés. Donc il n'y a pas de fonction publique au niveau de province, et que ces provinces-là continuent aujourd'hui à utiliser toujours les personnels déconcentrés du pouvoir central, et ça pose un problème de coordination aussi, parce qu'un chef de service va rendre rapport directement à son chef qui se trouve à Kinshasa, oublié en même temps, il y a un gouverneur des provinces. Donc ça pose vraiment un problème. Moi je pense que la loi sur la décentralisation a été votée en 2016. Il va de l'intérêt de tout le monde pour que on puisse avoir ou mettre en œuvre rapidement les fonctions publiques au niveau de province. Voilà un peu en grosso modo, en synthèse, le facteur qui, à notre avis, font qu'au final, les réformes de la décentralisation se trouvent dans une situation d'impasse où ces réformes-là sont mises en œuvre d'une manière en demi-mesure, comme on dit un peu, en demi-mesure, ou sont mises en œuvre selon que ces réformes-là plaisaient au pouvoir politique ou pas. Et voilà, alors pour moi je dirais également, l'on sent quand même l'absence du pouvoir public ou l'indifférence du pouvoir public pour ce qui est d'assurer un bon décollage du développement dans les différentes provinces. Alors vous illustrez cela dans votre ouvrage et nous allons tenter de découvrir ce paragraphe à la page 89. Nous sommes dans le chapitre 5, dans son premier point qui évoque la volonté politique comme facteur principal dans l'aboutissement de réformes. Alors je dis pour vous, à titre d'exemple, la procédure sur l'adoption de lois organiques est apparue très longue et une fois promulguées, ces lois préconisent des mécanismes de blocage généralement liés aux textes réglementaires d'application.
C'est évidemment le cas avec la retenue à la source de 40% de recettes à caractère national allouées aux provinces. Tout compte fait, la loi des finances publiques pose d'autres préalables que la Constitution n'avait pas envisagés. Il s'agit principalement de l'instruction permanente du ministre national chargé de finances et du budget. Oui, c'est évidemment, ça c'est vraiment un exemple type de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que là, vous avez un exemple type qui montre qu'il y a un problème de volonté politique. Pourquoi? Parce que, d'une part, les lois organiques prennent beaucoup de temps pour être promulguées. J'en prends beaucoup de temps pour promulguer ces lois. Et que ces lois, une fois promulguées, préconisent d'autres mécanismes réglementaires que la Constitution n'avait pas prévus. Et là, vous avez un exemple type d'une contradiction de normes juridiques. Parce que la Constitution dit autre chose, les lois organiques sur la décentralisation vous dit autre chose aussi, les lois réglementaires vous dit aussi autre chose. Donc là, vous avez vraiment une contradiction en termes d'application de normes juridiques, et au final, ça bloque ou ça ralentit la mise en œuvre de réformes de la décentralisation. Donc ça, c'est vraiment un exemple type. Et voilà, nous allons marquer une pause pour nous plonger dans la découverte de nouvelles parutions dont vient de paraître. Paru aux éditions Bergame, l'ouvrage Le Petit Bonbon de la Sagesse, écrit par l'artiste musicien Félix Wazekwa, a été présenté ce mercredi à Kinshasa. Ce livre de 155 pages présente la sagesse sous diverses formes, notamment sur l'amour, la vérité, le succès, la richesse et tant d'autres. Le directeur général de l'Institut national des arts, le professeur Yoka, qui a présenté l'ouvrage, a loué les efforts de l'auteur. Moment fort de cette activité, le vernissage de l'ouvrage par le ministre provincial de la Culture et Tourisme de la ville de Kinshasa, Justin Lita. Mais sa sœur veut des bonheurs, de longévité et de plein succès pour cette année qui commence. Ainsi donc, au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et au mien propre, je baptise et souhaite longue vie et plein succès à cet essai intitulé Le Petit Bonbon de la Sagesse. Prenant parole, l'auteur a eu des mots justes pour remercier l'assistance. Évidemment, je remercie le professeur Yoka, c'est le ministre de la Culture, M. Justin Lita, on fera après le baptême du livre, donc je remercie déjà. Juste à ce moment-là, je repris la parole. Il faut noter que plusieurs personnalités s'y sont présentées à cette manifestation, notamment les politiciens, musiciens, artistes et comédiens et autres souches de la population. Nous sommes en train de découvrir l'ouvrage intitulé « Les réformes administratives et territoriales de la décentralisation en République démocratique du Congo ». Dans cet ouvrage d'analyse, l'auteur explique et fait ressortir les quelques facteurs importants qui bloquent la mise en œuvre effective de ces réformes 11 ans après la promulgation de la Constitution de la Troisième République. Et parmi les réformes dont vous évoquez dans votre ouvrage, nous avons la conférence des gouverneurs qui se tient chaque année. La dernière en date d'ailleurs est celle tenue récemment à Goma au mois de décembre, même si certains gouverneurs s'en sont plaints en son temps. Jusqu'ici, cette conférence se tient de manière régulière et pour vous, la population ignorante semble être mise à l'écart et moins informée. Évidemment, parce que moi je pense que c'est très bien. C'est très bien d'organiser la conférence de gouverneurs toutes les années, bravo, c'est une bonne chose. Mais en même temps, on doit se poser la question de savoir à quoi servent les résultats de ces conférences. Moi je pense, si on doit organiser la conférence et qu'on doit se retrouver autour du chef de l'État, du gouvernement de la République, pour discuter des problèmes qu'il y a au niveau de province, c'est une bonne chose. Mais moi je pense que le plus important, c'est de voir est-ce qu'il y a des résultats qu'on peut obtenir de ces conférences qui sont organisées. C'est là la question. Et qu'aujourd'hui, tout le monde reste unanime pour dire que ces conférences sont organisées, mais en termes de résultats par rapport aux réformes de la décentralisation ou
par rapport à ce que les provinces attendent de la décentralisation, on pense qu'il y a un problème de résultats aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu mon point de vue par rapport à ce qui se passe en ce qui concerne la conférence de gouverneurs. Donc jusqu'ici, peut-on dire que la décentralisation est loin d'être vécue au sein de la population? Évidemment. Et que l'on sent qu'il y a plus de déconcentration. Évidemment, que de évidemment. la décentralisation. Évidemment, aujourd'hui, la population ou la population qui est la première bénéficiaire de la décentralisation s'y retrouve pas. Pourquoi? Parce que cette population-là, parfois, elle est mise en écart aussi. Elle n'est pas vraiment... Parce qu'elle est moins intéressante. Voilà. Non, la population, vous savez, la population peut s'intéresser aux réformes de la décentralisation s'il y a une sensibilisation. Si elle est informée, c'est à ce moment-là que la population s'y intéresse. Mais si vous mettez en place les réformes de la décentralisation avec l'objectif de promouvoir le développement local, la gouvernance locale, et de rapprocher l'administration aux administrés, et qu'en même temps, cette population n'est pas informée des réformes de la décentralisation, ça pose problème. C'est vrai que le gouvernement central, ou le pouvoir politique, ils ont essayé à un moment donné d'aller expliquer les réformes de la décentralisation aux populations dans les provinces, mais ici, ils se sont limités qu'aux chefs de l'île de province. Or, la vraie décentralisation, ce n'est pas dans les chefs de l'île de province. La vraie décentralisation, c'est dans les entités territoriales décentralisées. Ici, il fallait que le gouvernement central aille aussi dans les entités territoriales décentralisées pour sensibiliser la population, pour informer la population, d'ailleurs je l'ai dit dans mon livre, pour sensibiliser la population sur les réformes de la décentralisation. Si la population elle est informée, elle va donner ses points de vue et le pouvoir politique au niveau des provinces, en mettant en œuvre toute une série de politiques, va prendre en œuvre, ou vont prendre en œuvre les provinces ou le gouvernement de province, ce que disent ou ce que dit la population. Donc il fallait que la population soit sensibilisée. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, on a vraiment l'impression de se dire qu'on n'est pas vraiment dans un État décentralisé. C'est l'impression que nous avons au vu de ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression que nous ne sommes pas vraiment dans un État décentralisé et que nous étions plus dans un État unitaire, fortement décentralisé, avec une large autonomie accordée aux provinces, fortement déconcentrée, avec une large autonomie accordée aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Donc on est de moins en moins plutôt vers un État décentralisé, et on se tourne de plus en plus vers un État unitaire, fortement décentralisé. Et voilà, on va tenter une fois de plus, comme nous parlions tout à l'heure, de cette conférence de gouverneurs. Je le disais tantôt, qu'en son temps, il y a certains gouverneurs qui s'en sont plaints de la rétrocession qui ne suivait pas son cours normal. Donc c'était en juin 2014 avec le gouverneur Julien Paloukou, le gouverneur de la province du Nord Kivu, qui réclamait au gouvernement central une rétrocession mensuelle de 5 millions de dollars américains, soit 40% de ses recettes mensuelles, estimées à 14 millions de dollars américains. Il jugeait injuste et insuffisante la somme de 500 ou 600 000 dollars américains que le gouvernement central rétrocédait chaque mois à sa province. Vous retrouverez donc ce passage dans cet ouvrage, les réformes administratives et territoriales de la décentralisation en RDC, qui est paru, je rappelle, aux éditions L'Harmattan à Paris l'année dernière. Nous sommes donc à la page 104. Donc là, c'est un travail bien fouillé de votre part, de recherche bien réalisée. Évidemment, c'est un travail bien fouillé, parce que comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, c'est que les provinces ont maintenant d'énormes responsabilités. Et que dans le pays en voie de développement, et le Congo en fait partie aussi, le plus grand moyen de financement pour les provinces reste les transferts intergouvernementaux, c'est-à-dire la rétrocession des 40% que le gouvernement central doit allouer aux provinces. Mais ici, on s'est rendu compte, d'ailleurs je l'ai dit tout au début, que depuis que la décentralisation a été mise en œuvre en 2006, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement central n'a jamais dépassé même le 15%. C'est parce que nous sommes dans un pays où la crise politique règne.
ça, on va y revenir aussi, si vous voulez bien. Rapidement, je vais revenir là-dessus. C'est parce que le gouvernement central n'est jamais arrivé à atteindre même les 15% de la rétrocession. Et pour les provinces, ça constitue une énorme difficulté financière. Parce que ces provinces-là ont maintenant des responsabilités aussi à assumer. Mais il faut se dire aussi, malgré les 10% ou les 15%, ou les 10% ou les 11% que le gouvernement rétrocède aux provinces, rassurez-vous, vous n'allez pas y croire, c'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes congolaise qui dit que près de 90% de ces 10% sont alloués uniquement au fonctionnement des gouverneurs de province. Le gouvernorat, c'est-à-dire le gouverneur, les ministres provinciaux, les députés provinciaux. Donc, si vous vous trouvez dans des situations pareilles, où le faible moyen financier que le gouvernement central dispose aux provinces doivent être alloués uniquement au fonctionnement du gouvernorat, mais où est-ce que la population qui est en quelque sorte la première concernée, ainsi que concerne les réformes de décentration, se retrouve? La population ne se retrouve pas. Au final, on a un gouverneur de province qui n'a pas de moyens financiers, qui veut à tout prix avoir des moyens financiers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place des taxes, il va mettre en place les édits provinciaux. Qui va payer ces taxes et édits provinciaux? C'est la population. Et cette population se sent dépouillée en quelque sorte financièrement par les réformes de la décentralisation. Et moi, je l'ai même dit dedans. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose aussi, moi, je pense qu'il serait intéressant que le gouvernement central, d'ailleurs, Julien Paluku l'a réclamé, d'autres gouverneurs de province l'ont dit aussi, qu'il était très important pour que le gouvernement central rétrocède le moyen financier qu'il fallait aux provinces pour que ces provinces-là puissent être à mesure d'assumer leurs nouvelles responsabilités. C'était en 2014, aujourd'hui on a 26 provinces. Oui, ça devient encore plus compliqué. Ça devient encore plus compliqué parce que nous étions déjà dans le contexte de 11 provinces. Il était difficile de rétrocéder les 40% à ces provinces-là, les 11 provinces. Et qu'aujourd'hui nous avons maintenant 26 provinces. Allez-y comprendre toute la difficulté qu'il va y avoir. Donc c'est très 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 difficile et d'ailleurs c'est pourquoi moi je suis d'avis avec d'autres chercheurs qui ont travaillé sur la décentralisation, je suis d'avis qu'on aurait peut-être pu soit renforcer la décentralisation. Mais si ces pourcentages est retrocédé ou tiré de recettes régénérées par ces provinces, dans les 100%. Mais pourquoi c'est difficile aujourd'hui? D'ailleurs, je vais l'évoquer aussi. Ben oui, parce que les provinces génèrent les recettes de l'État. Les recettes doivent transiter par Kinshasa. Et Kinshasa, à son tour, et d'ailleurs, on ne parle plus de la rétrocession. Alors, on parle maintenant de la dotation du gouvernement central. C'est que la Constitution. Alors, pensez-vous qu'il y a une solution à apporter, enfin que l'une des réformes la plus importante, notamment celle liée aux finances, soit réalisable pendant cette période de crise politique? Ça devient encore plus compliqué. Parce que là, nous sommes dans une période un peu compliquée. Nous sommes dans une année, on vous dira, c'est une année électorale. Il faut des moyens à la CENI pour organiser des élections. On comprend. Mais en même temps, je pense qu'il est important aussi de tenir compte du fait que les provinces et les populations qui vivent dans les provinces, dans les entités territoriales décentralisées, puissent y vivre normalement. Et à cela, je pense que le gouvernement central ne doit pas oublier les provinces au détriment des élections. Certainement les autres votent contre moi, mais moi je pense que c'est très important pour que le gouvernement central alloue les moyens nécessaires aux provinces pour que les provinces puissent être en mesure d'assumer les responsabilités en termes de leurs compétences qu'ils ont maintenant, pour que ces provinces-là essayent d'évoluer et d'avancer et de répondre à la gouvernance locale et afin que la population puisse se retrouver dedans. Alors pas trop de termes techniques dans votre ouvrage, c'est vrai, un langage plutôt accessible. L'ouvrage s'adresse à qui? Évidemment, d'abord par rapport aux termes techniques, évidemment, c'était un choix. C'était un choix que moi j'avais fait. Je ne voulais pas faire un ouvrage plus technique. Parce que je me suis dit, en faisant un ouvrage plus technique, je ne donne pas la possibilité à une large compréhension. Voilà, je ne donne pas la possibilité. Donc j'ai voulu faire un ouvrage avec un français très facile pour permettre à tout le monde de lire et de comprendre. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que l'ouvrage, moi je voulais m'adresser à tout le monde.
je voulais m'adresser à la population congolaise, qui est d'ailleurs la première bénéficiaire, si on doit s'atteler aux objectifs initiaux de la décentralisation, donc ce qui est vraiment la première bénéficiaire, d'abord la population. Je m'adresse aussi aux chercheurs, je m'adresse aux lecteurs congolais, je m'adresse et surtout aussi au pouvoir politique. Je m'adresse au pouvoir politique, je fais une analyse critique de ce qui devait être, et j'essaie également de faire des propositions, donc je m'adresse au pouvoir politique, et que le pouvoir politique lise ces livres, comprenne et c'est ce que nous avons mis dedans. Donc alors comment faire pour entrer en possession de ce livre? Non, le livre est disponible. Le livre a été publié depuis le mois de septembre 2017. Le livre est disponible déjà sur le site de la maison d'édition, l'Harmattan. Si vous allez sur le site de l'Harmattan, vous trouverez les livres. Il est en vente dans le site de l'Harmattan. Le livre est également disponible dans les plateformes Internet, notamment Amazon, Fnac et d'autres plateformes qui vendent de livres sur Internet. Mais ici, sur place à Kinshasa, les livres eux aussi disponibles à la représentation de l'Harmattan qui se trouve ici à Kinshasa. Et voilà, merci à vous d'être venu nous faire découvrir bien sûr cet ouvrage. Je rappelle le titre, les réformes administratives et territoriales de la décentralisation en RDC, paru aux éditions L'Harmattan. C'est un ouvrage très révélateur, à vous surtout de vous en procurer pour en connaître plus sur la décentralisation. Cette loi qui a été promulguée, l'auteur l'a si bien dit, c'était en 2006. 11 ans après, qu'en est-il de cette loi de la décentralisation? Vous pouvez retrouver bien sûr les détails et les précisions dans cet ouvrage, les réformes administratives et territoriales de la décentralisation en RDC. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en rediffusion ce mardi à 23h45 sur Digital Congo. Et si vous nous manquez ce mardi, vous nous retrouvez bien sûr en rediffusion encore le vendredi à 10h40 sur Digital Congo Télévision. Bonne suite de programmes et surtout bonne évasion.